Bonjour, dans le cadre du programme de la quatrième année universitaire parodontologie, médecine dentaire, nous allons aujourd'hui voir le cours de la thérapeutique chirurgicale des maladies gingivales. Il faut savoir que dans la prise en charge des différents types de maladies parodontales, il faut commencer toujours par un examen clinique. Maintenant, l'objectif de l'examen clinique, c'est d'établir un diagnostic, c'est-à-dire identifier la maladie. Deuxième étape, c'est de définir les différentes causes de la maladie, un diagnostic étiologique, établir un plan de traitement et un pronostic. Maintenant, pourquoi j'insiste sur ces deux points-là, diagnostic étiologique et plan de traitement? Parce que pour réussir tout type de chirurgie parodontale, il faut d'abord, tout simplement, réussir la thérapeutique initiale étiologique. Donc, le patient, il vient, on fait un examen clinique, on identifie les différents facteurs qui peuvent causer la maladie parodontale, et lors de l'examen et lors de la phase initiale, ou ce qu'on appelle traitement étiologique du traitement, il faut prendre en charge tous les éléments de ce diagnostic étiologique. Si vous avez la plaque comme facteur étiologique, il faut motiver le patient à l'hygiène. Si vous avez par exemple du tartre, il faut faire un détartrage. Si vous avez des caries dentaires, il faut traiter les caries dentaires. Et donc, lors de la phase initiale du traitement parodontal, on va prendre en charge tous les éléments qui peuvent causer la maladie parodontale. Pour réussir la phase chirurgicale du traitement parodontal, il faut systématiquement réussir la phase euh, du traitement initial. Et donc, pour réussir la chirurgie, il faut d'abord réussir la phase non chirurgicale. Maintenant, comme plan de travail, on va d'abord parler d'une petite introduction sur le traitement chirurgical des maladies gingivales. Deuxièmement, on va voir les différents types de maladies gingivales comme un rappel, le plan de traitement en parodontologie. Le traitement chirurgical en parodontologie, là, on va parler en général du traitement chirurgical, la gingivectomie, la gingivoplastie, les résultats cliniques espérés de ce type d'acte, et après une conclusion. D'abord, une gencive saine. Et pourquoi je présente ça toujours? Parce que après votre traitement, après la finalisation du traitement chirurgical et non chirurgical, ça c'est votre objectif thérapeutique, c'est d'avoir une gencive saine. Et la gencive saine est décrite comme suit. Donc c'est une gencive qui est rose pâle, la coloration, qui est bien appliquée sur la dent et l'os, les structures sous-jacentes, c'est-à-dire c'est une gencive, c'est une muqueuse qui est ferme. C'est une gencive qui est festonnée, qui suit exactement le feston anatomique ou bien les collets anatomiques des dents naturelles. D'accord? C'est une gencive qui est piquetée en peau d'orange. C'est une gencive qui suit la forme anatomique des dents. D'accord? Et donc ça, c'est la gencive saine. Vous faites le traitement étiologique et après la cicatrisation, vous faites le traitement chirurgical et il faut avoir ça comme résultat. D'accord? Donc ça, c'est votre objectif thérapeutique. Maintenant, le parodonte sain, c'est quoi? Le parodonte sain est caractérisé par une gencive saine et un parodonte profond intact. Donc, le traitement chirurgical des maladies gingivales, le cours d'aujourd'hui, est destiné à traiter d'une façon chirurgicale les maladies gingivales. Et donc, si vous avez une atteinte du parodonte profond, les techniques présentées aujourd'hui sont contre-indiquées. D'accord? Et donc, aujourd'hui, on va parler des techniques indiquées dans le cadre du traitement d'une gingivite, pas une parodontite. Si vous avez une parodontite, ce n'est pas dans ce cours-là que vous allez trouver la solution à ce problème. Donc, une gencive qui est rose pâle, piquetée en peau d'orange, ne saigne pas au brossage ni au sondage, elle suit le feston décollé des dents, d'accord? La gencive interdentaire occupe la totalité des embrasures interdentaires, donc là, ça, c'est des embrasures interdentaires qui sont caractérisées par une papille dentaire qui remplit la totalité de cet espace sans dépasser le point de contact. Et pourquoi sans dépasser le point de contact? Parce que si vous avez une gencive qui dépasse le point de contact, c'est une gencive inflammatoire de volume augmenté. D'accord? D'ailleurs, pour détecter une augmentation de volume de la gencive, généralement, on analyse la papille. Et si on voit que la papille dentaire dépasse, ou bien déborde, ça dépasse les points de contact, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du volume de la gencive. Un os alvéolaire de 2 à 3 mm de la jonction émancement. Donc, la jonction émancement est là. L'os alvéolaire, il est là. 2 à 3 mm de la jonction émancement. Alors, ça, c'est l'image classique d'une gencive malade.
Si on regarde bien la couleur de la gencive, c'est une gencive qui est rouge. Les papilles dentaires dépassent les points de contact, ce qui signifie qu'il y a un accroissement gingival. Le contour de la gencive est irrégulier. La gencive ne suit pas les collets anatomiques des dents. L'aspect de la gencive est lisse et brillant. Le piqueté en peau d'orange, on l'a perdu, et donc ça, c'est une inflammation gingivale classique. Regardez la différence entre la gencive du bas et la gencive du maxillaire. La rougeur est plus prononcée au niveau des dents maxillaires. Pourquoi? Tout simplement parce que la rougeur n'est pas vraiment un signe constant, c'est un signe secondaire. L'augmentation du volume, c'est un signe secondaire. La brillance, secondaire. Le seul signe constant de l'inflammation gingivale est le saignement au sondage. Et donc là, on peut voir les caractéristiques classiques d'une inflammation gingivale avec un accroissement gingival. Si vous avez une gencive saine, d'aspect cliniquement sain, rose pâle, piquetée en peau d'orange, le contour qui suit exactement le collier anatomique des dents et que le saignement au sondage est présent, c'est une gingivite. Et donc le signe le plus important et le signe constant, c'est le saignement au sondage. Voilà le contour irrégulier de cette gencive, caractéristique d'une inflammation gingivale associée à un accroissement gingival. Alors, là, on va voir l'évolution histopathogénique de la maladie parodontale. Le premier cas, c'est un parodonte intact avec une gencive saine. On peut voir l'attache épithéliale qui est localisée au niveau de la jonction émail-sément. Et donc la totalité de la surface radiculaire est bien recouverte de la gencive. L'os alvéolaire est intact. Les fibres desmodontales sont intactes. Ça, c'est un parodonte sain avec une gencive qui est saine. Avec l'accumulation de la plaque, qui est un facteur étiologique majeur et un facteur déclenchant, on note d'abord une hypervascularisation du site, c'est-à-dire qu'il va y avoir une angiogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. La formation de ces nouveaux vaisseaux sanguins va assurer un apport sanguin suffisant pour lutter contre l'inflammation gingivale, pour lutter contre l'agent infectieux qui est la plaque bactérienne. L'organisme va libérer les leucocytes, les cellules blanches de la réponse immunitaire, pour se défendre contre les microbes du biofilm, mais aussi il va y avoir la sécrétion et la formation des fibres de collagène. Pourquoi ces fibres? Ces fibres-là vont former une sorte de barrière contre la propagation des microbes à partir du biofilm à travers l'épithélium jonctionnel. Donc il va y avoir des microbes ici. Ces microbes-là vont essayer de pénétrer l'épithélium pour gagner le conjonctif et détruire l'os. Mais l'organisme va libérer les cellules inflammatoires, les agents pro-inflammatoires, mais aussi la sécrétion des fibres qui va bloquer la propagation de ces microbes. L'organisme va aussi sécréter ce qu'on appelle un exsudant inflammatoire, ce qui est un liquide inflammatoire riche en protéines du système immunitaire. Maintenant, tout cela, hypervascularisation, augmentation du fluide inflammatoire et la formation des fibres, va assurer une augmentation du volume gingival. Cette augmentation du volume gingival se traduit cliniquement par un approfondissement du sulcus. Le sulcus, c'est la distance entre le fond de sulcus, ça, le niveau de la tache épithéliale, et la gencive marginale. Vu qu'il y a une augmentation du volume, la distance entre la tache épithéliale et la gencive marginale augmente. Ce creux-là, le sulcus-là, on appelle ça une poche gingivale ou bien une fausse poche parodontale.
La poche gingivale donc est formée par la paroi molle de la gencive inflammatoire et malade et par la surface dentaire qui présente des accumulations de plaques et des microbes. Dans ce cas-là, la poche gingivale, on appelle ça une gingivite induite par la plaque. Dans ce cas-là, l'inflammation est due au biofilm, la plaque. Et donc, ça, c'est une réaction immuno-inflammatoire localisée au niveau de la gencive superficielle, ou bien le parodonte superficiel, due au biofilm. Si cette maladie-là, la gingivite, reste sans traitement, on peut avoir le passage à une parodontite, ou est la formation d'une poche parodontale. Maintenant, la parodontite est caractérisée d'abord par la destruction de l'os de support avec la destruction des fibres desmodontales. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une perte d'attache. Cliniquement, la perte d'attache se traduit par la migration en direction apicale de l'attache épithéliale. Une migration de l'attache épithéliale en direction apicale. Cela se traduit cliniquement par un approfondissement du sulcus. Et donc, dans ce cas-là, l'approfondissement du sulcus est dû en partie à l'augmentation du volume de la gencive, qui est toujours inflammatoire, qui est toujours riche en vaisseaux et fluides inflammatoires, riche en fibres cicatricielles et de protection, mais aussi l'approfondissement est dû à la migration en direction apicale de l'attache épithéliale. Cette migration en direction apicale de l'attache épithéliale est due à la destruction osseuse. La distance entre l'attache épithéliale et la crête osseuse reste intacte. C'est toujours 2 à 3 mm. Et donc, s'il y a une destruction osseuse, résorption osseuse, l'attache épithéliale va suivre l'os et elle va essayer de garder toujours la distance de 2 à 3 mm entre l'os et l'attache épithéliale. On appelle ça une poche parodontale. Et donc la différence entre la poche parodontale et la poche gingivale, c'est la destruction osseuse avec la migration en direction apicale de l'attache épithéliale. La poche gingivale, c'est uniquement l'augmentation du volume de la gencive qui est due à l'hypervascularisation, la formation des fibres et le fluide inflammatoire. La poche parodontale est due à la migration en direction apicale de l'attache épithéliale, l'augmentation du volume de la gencive combinée. Bon, c'est quoi les caractéristiques communes de toutes les maladies gingivales, appelées gingivites? D'abord, c'est les signes et symptômes qui sont limités à la gencive, donc le parodonte superficiel. Donc, dans le cas d'une maladie gingivale, le parodonte profond est intact. Pas de perte d'attache, pas de destruction osseuse, pas de destruction des fibres desmodontales. Donc, les signes et symptômes sont limités à la gencive. Deuxièmement, c'est la présence de la plaque qui est le facteur déclenchant de cette lésion. Et donc, le patient présente une gencive rose pâle, piquetée en peau d'orange, qui ne saigne pas au sondage ni au brossage. Le biofilm se forme, il s'accumule et ça va donner ce qu'on appelle une lésion inflammatoire de la gencive. Troisièmement, les signes cliniques de l'inflammation en termes de saignement au sondage et ou au brossage, la rougeur de la gencive qui est un signe secondaire, l'augmentation du volume de la gencive qui est aussi un signe secondaire et l'augmentation du taux de fluide gingival toujours secondaire. Le plus important dans tout ça, c'est le saignement au sondage. Une gencive cliniquement saine qui saigne au sondage est une gencive malade. Les signes cliniques et les symptômes associés à un niveau d'attache stable ou intact. Et donc, dans le cas des gingivites, le parodonte profond reste intact.
Mais il faut faire attention. Les gingivites non traités peuvent donner des parodontites. Et donc, il y a un possible rôle comme précurseur de perte d'attache. On va faire aussi un petit rappel sur l'accroissement gingival. D'abord, un accroissement gingival, c'est l'augmentation du volume de la gencive. Souvent, c'est inflammatoire, mais il y a d'autres formes, bien sûr. Maintenant, l'accroissement gingival le plus fréquent, c'est l'accroissement inflammatoire chronique. Ça, c'est de loin l'accroissement gingival le plus fréquent. C'est le patient qui ne se brosse pas correctement les dents, d'accord? Il y a une inflammation de la gencive, hypervascularisation de la gencive, augmentation du fluide inflammatoire, mais aussi la sécrétion des fibres inflammatoires qui servent en quelque sorte à protéger le parodonte. Donc ces fibres-là, qui sont sécrétées pour bloquer la propagation des bactéries, on fait le traitement, mais l'augmentation du volume persiste parce que les fibres sécrétées pour la protection de la gencive persistent après le traitement. Il y a aussi un accroissement inflammatoire aigu, généralement sous la forme d'un abcès parodontal localisé au niveau de la gencive. On appelle ça abcès gingival, mais c'est beaucoup moins fréquent que l'accroissement inflammatoire chronique. Il y a aussi les accroissements d'origine médicamenteuse. Maintenant, certains médicaments vont altérer le métabolisme du collagène. Et donc, ils vont accélérer la sécrétion du collagène, c'est-à-dire des fibres, et ces médicaments-là vont ralentir la résorption des fibres. D'accord? Résultat, une augmentation fibreuse du volume de la gencive à cause de ces médicaments-là. On trouve les immunosuppresseurs, les anticonvulsants et les bloqueurs de la chaîne calcique prescrits par exemple chez les patients hypertendus. Et généralement ça, c'est le médicament le plus fréquemment rencontré en clinique. D'accord? Par exemple là, si je fais mon examen clinique, mon diagnostic, ça va être un accroissement gingival d'origine médicamenteuse. Mon diagnostic étiologique, ça va être la plaque, parce que la plaque, c'est le facteur déclenchant, d'accord? Comme facteur aggravant, c'est le médicament, d'accord? Donc, diagnostic gingivite induite par la plaque, plus accroissement d'origine médicamenteuse. Diagnostic étiologique, le biofilm, le tartre, les caries dentaires, les prothèses, etc., plus le médicament, d'accord? Et dans le traitement initial, qu'est-ce qu'on fait? On fait la motivation à l'hygiène, on fait le détartrage, le traitement des caries, le traitement des brises, le traitement des malpositions dentaires et du trauma occlusal, mais aussi, on demande toujours au médecin traitant, est-ce qu'il y a une possibilité de modifier ce médicament, de prescrire un autre médicament équivalent, parce que ce médicament-là, il donne un problème au niveau de la gencive qu'on appelle un accroissement gingival et qui nécessite un traitement chirurgical. Maintenant, si c'est possible, le médecin va modifier le traitement et là, on va voir une amélioration automatique de l'état de la gencive. Maintenant, il y a des accroissements conditionnés, par exemple grossesse, puberté, d'accord? Et cela, c'est le facteur hormonal qui va affecter le métabolisme du collagène, d'accord? Il y a les déficiences en vitamine C, l'accroissement conditionné non spécifique, par exemple l'épulis. L'épulis, c'est une inflammation localisée de la gencive qui est caractéristique chez la femme enceinte, d'accord? On peut le trouver chez d'autres patients, mais le cas le plus fréquent, c'est généralement la femme enceinte, d'accord? Il y a d'autres accroissements, par exemple l'accroissement causé par une maladie d'ordre général, la leucémie, qui est le cancer du sang. Et là, c'est les cellules cancéreuses du sang qui vont se loger au niveau de la gencive et vont augmenter le volume gingival. Le tableau clinique classique, c'est quoi? C'est le patient qui développe l'accroissement gingival depuis quelques mois, généralement 2 mois, 3 mois, d'accord? L'état général est altéré, le patient il est fébrile, il a de la fièvre, il a des infections à répétition, d'accord? Le volume de la gencive qui est très important, d'accord? Très 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 important. La couleur de la gencive qui n'est pas très homogène, par endroits c'est blanchâtre, d'autres endroits c'est violacé, bleu, rouge, d'accord?
On demande un bilan sanguin et on trouve le nombre de cellules blanches qui est très très élevé. D'accord? Donc ça, c'est un cancer. Le traitement, c'est le traitement du cancer. C'est pas un traitement parodontal classique, c'est pas des gingivectomies, c'est pas des détartrages. D'accord? C'est un traitement du cancer. Et généralement, le patient, il part chez l'oncologue et dès qu'il commence la chimiothérapie, on voit une diminution très importante du volume de la gencive. Il y a par exemple des maladies granulomateuses qui peuvent causer ça, mais ça reste quand même rare. Il y a des accroissements néoplastiques. C'est des tumeurs, d'accord? Soit bénignes, soit malignes, d'accord? Ça, c'est juste un petit rappel comment on peut poser le diagnostic d'une gingivite. Généralement, le signe euh, pathognomonique des gingivites, c'est le saignement sondage. Donc, le patient, il vient avec un saignement sondage, mais sans atteinte du parodonte profond. Il a un problème, il a une atteinte de la gencive, mais sans atteinte du parodonte profond. Là, il s'agit d'une maladie gingivale. Dans les maladies gingivales, on trouve les maladies gingivales induites par la plaque et les maladies gingivales non induites par la plaque. Comment on peut faire la différence entre les deux? Généralement, c'est la présence du biofilm et l'atteinte marginale. Rappelez-vous toujours de ce principe-là. Une gingivite induite par la plaque ne touche que la gencive marginale et la gencive papillaire, c'est-à-dire la gencive attachée et intacte. D'accord? Les gingivites non induites par la plaque, par exemple d'origine microbienne spécifique ou bien d'origine virale, touchent la gencive marginale, la gencive papillaire et la gencive attachée. Et ça, généralement, c'est une caractéristique qui va vous permettre de poser un diagnostic différentiel entre les gingivites induites par la plaque et les gingivites non induites par la plaque. Gingivite induite par la plaque, il y a toujours le biofilm, et c'est toujours une atteinte localisée au niveau de la gencive marginale et la gencive papillaire. Une gingivite non induite par la plaque, elle touche la totalité de la gencive, marginale, papillaire et même la gencive attachée. Et en se basant sur d'autres paramètres cliniques, on distingue la gingivite induite par la plaque non modifiée par d'autres facteurs, c'est la gingivite tonique classique liée à la plaque, ou bien une gingivite induite par la plaque mais qui est modifiée par d'autres facteurs, par exemple le facteur hormonal chez la femme enceinte, ou les médicaments, l'hypertension artérielle, les bloqueurs de la chaîne calcique, ou malnutrition, déficience en vitamine C. D'accord? Mais tout ça, c'est des gingivites induites par la plaque. Le facteur causal, c'est le biofilm, la plaque. L'autre catégorie, qui est un peu plus rare, c'est les gingivites non induites par la plaque. On trouve des gingivites d'origine microbienne spécifique. Il y a un seul germe qui cause la maladie. C'est soit par exemple un virus, par exemple l'herpès, la gingivite herpétique, ou bien des champignons ou des microbes qui causent l'inflammation de la gencive. La gingivite induite par la plaque, le biofilm ou bien la plaque, c'est polymicrobien. Il y a plusieurs espèces, plusieurs microbes qui contribuent à la causation de cette maladie. Mais dans ce cas-là, les gingivites non induites par la plaque, c'est un seul germe, un seul microbe, une seule bactérie, bien un seul virus qui cause la maladie. Ça, c'est la différence principale entre les deux aussi, en termes sur le plan microbiologique. D'accord? Sur le plan clinique, ça touche la gencive marginale et papillaire, et ça touche la gencive marginale, papillaire et attachée. Il y a aussi d'autres types de gingivites. Il y a ce qu'on appelle les gingivites d'origine mucocutanée. Par exemple, il y a une maladie mucocutanée, c'est une maladie de la peau et des muqueuses. Il y a une atteinte cutanée, il y a une atteinte aussi au niveau des muqueuses, y compris la gencive qui est une muqueuse. D'accord? Et bien sûr, il y a des gingivites d'origine traumatique, allergique ou autre. Ça, c'est le traitement parodontal global. Il y a toujours la phase systémique. Le patient est bien. Il présente une maladie d'ordre général instable. Il faut toujours prendre en charge la maladie d'ordre général instable. On envoie le patient chez le médecin traitant
il faut d'abord équilibrer la maladie d'ordre général. Par exemple, un patient diabétique déséquilibré, il faut d'abord prendre en charge la maladie d'ordre général, le diabète. Deuxième phase, c'est le traitement initial, c'est le traitement étiologique. C'est la première phase du traitement. Donc, dans cette phase-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord la motivation du patient à l'hygiène, on fait l'extraction des dents irrécupérables, l'élimination complète du tartre, le surfaçage radiculaire, l'utilisation des agents microbiens si c'est indiqué, c'est-à-dire les bains de bouche, les antibiotiques ou autres, la dentisterie restauratrice si vous avez des caries dentaires, des obturations débordantes ou bien des prothèses mal ajustées, le traitement des traumatismes occlusaux, si vous avez par exemple des prématurités ou bien des interférences, il faut les prendre en charge dès cette phase-là. Et éventuellement, un traitement orthodontique mineur. D'accord? Donc là, dans cette phase-là, on traite les causes. Et c'est pour ça un examen clinique bien fait est important. Parce qu'un examen clinique bien fait va vous donner le diagnostic étiologique. D'accord? Et à partir du diagnostic étiologique, vous allez faire un traitement étiologique. Une fois le traitement initial ou étiologique est fini, on laisse le patient pour se cicatriser. Généralement, pour la gencive, c'est une période de 2 mois. On dit généralement 6 à 8 semaines. Mais généralement, on laisse 2 mois, c'est-à-dire 8 semaines. Après la cicatrisation, on fait la réévaluation. Le patient, il revient. On fait la réévaluation de l'hygiène. Est-ce que l'hygiène est correcte? On fait la réévaluation de la cicatrisation de la gencive. Est-ce qu'il répond bien au traitement? Est-ce que le patient nécessite un traitement chirurgical? Ou on passe directement à la phase de la maintenance. Donc, après la réévaluation du traitement initial, on fait soit un traitement chirurgical, soit directement la maintenance. D'accord? Si on fait le traitement chirurgical, c'est le même principe. Le patient il vient, on fait notre traitement chirurgical, 2 mois de cicatrisation, réévaluation. Si on juge que le traitement est réussi, dans ce cas-là, on passe à la phase de la maintenance. La phase de la maintenance, c'est la clé de réussite de tout traitement. D'accord? Donc, le patient bien suivi après un traitement actif, ce qu'on appelle traitement actif, c'est le traitement chirurgical ou non chirurgical. La phase active du traitement. Si on arrive à réussir les deux phases, chirurgicale et non chirurgicale, mais sans suivre et respecter la phase de la maintenance, ça c'est l'échec. Vous allez échouer à 100%. Mais si on arrive à garantir une bonne maintenance des résultats, la réussite est généralement garantie. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer toujours aux patients que, ok, je vais commencer le traitement, mais à une condition. La maintenance, la maintenance, la maintenance. Si vous voulez que je vous garantis le résultat de votre traitement, il faut s'engager et respecter les séances de la maintenance. La phase systémique, donc, c'est quoi? C'est généralement dans le cadre du traitement d'un accroissement gingival modifié par une maladie d'ordre général ou médicamenteuse. D'accord? Dans ce cas-là, il faut prendre en charge le facteur général avant. Il faut traiter la maladie d'ordre général ou bien essayer de régler au moins la maladie d'ordre général pour pouvoir traiter le patient correctement. Ça, c'est le plan de traitement spécifique des accroissements gingivaux d'origine médicamenteuse. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On commence d'abord par la motivation du patient à l'hygiène. On prescrit des bains de bouche à base de la chlorhexidine. On fait notre détartrage surfaçage radiculaire et la substitution du médicament. On demande toujours au médecin traitant de modifier le principe actif si c'est possible, bien sûr. Lettre d'orientation, médecin traitant. Docteur, s'il vous plaît, ce médicament-là est en train de poser un problème sur le plan gingival. Prière de modifier ce principe actif si c'est possible. D'accord? Maintenant, si ça rentre dans l'ordre, ça, c'est bon. Okay. Le patient passe directement à la phase de la maintenance, qu'on appelle aussi la thérapie parodontale de soutien, TPS. Ou bien maintenance, c'est la même chose. Maintenant, si on voit que malgré tout ça, il y a toujours l'accroissement qui persiste, pour un accroissement étendu, avec des pertes d'attache et hauteur insuffisante de gencives kératinisées, on fait ce qu'on appelle le lombout de Wiedemann modifié.
ou bien une gingivectomie à vision interne. Mais là, on parle de perte d'attache, donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais si on voit que l'accroissement est limité, 6 dents ou moins, et on n'a pas de perte d'attache et la hauteur de gencive kératinisée est suffisante, dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une gingivectomie à vision externe. Et après la réussite de toutes ces phases-là, on passe à la phase de la thérapie de soutien ou bien maintenance. Aujourd'hui, on va parler de ces deux techniques-là. On va commencer par la gingivectomie et la gingivoplastie. D'accord? C'est quoi la définition? La gingivectomie, c'est l'excision d'une partie de la gencive, souvent utilisée afin de réduire la paroi molle de la poche parodontale. Et dans ce cas-là, c'est la poche gingivale. Rappelez-vous, le terme poche parodontale, c'est un terme qui englobe tout type, tout- tous les types des poches. Poche gingivale ou poche parodontale vraie. D'accord? La gingivoplastie, c'est quoi? C'est le refaçonnage chirurgical de la gencive. Et donc, c'est la correction du contour d'une gencive qui a perdu sa forme physiologique. Donc, je répète, la gingivectomie, c'est l'excision d'une partie de la gencive, souvent utilisée afin de réduire la paroi molle de la poche. La gingivoplastie, c'est le refaçonnage chirurgical de la gencive, c'est la correction du contour d'une gencive qui a perdu sa forme physiologique. En quelque sorte, si je veux vraiment faciliter un petit peu, ou bien simplifier les définitions, la gingivectomie, c'est la réduction de la hauteur de la gencive. La gingivoplastie, c'est la correction de l'épaisseur de la gencive, beaucoup plus. D'accord? Gingivectomie, on excise la gencive en hauteur. C'est-à-dire, là, je parle dans le sens apico-coronaire. La gingivoplastie, c'est beaucoup plus réduire le volume de la gencive sans toucher la hauteur de la gencive. C'est quoi les objectifs de cet acte chirurgical? C'est d'abord éliminer les fausses poches parodontales résultant d'un accroissement gingival, donc le traitement de l'accroissement gingival, favoriser l'accès aux manœuvres d'hygiène en regard d'un accroissement gingival. Rappelez-vous, si je laisse une fausse poche parodontale, c'est difficile de nettoyer sous la fausse poche parodontale. Et donc, il va y avoir des accumulations de plaques et ça va être difficile à nettoyer. Et donc, l'indication, certes, c'est pour traiter l'accroissement gingival, mais pour aussi faciliter l'hygiène du dentaire. Rééquilibrer ou corriger l'esthétique en recontournant la gencive libre. Parfois, la gencive, elle recouvre un peu trop les dents, et donc le patient va présenter comme s'il a des petites dents. D'accord? C'est pas le cas, tout simplement parce que c'est la gencive qui recouvre un peu trop les dents. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'excision et la diminution de la hauteur de la gencive. L'autre objectif, c'est quoi? C'est favoriser l'intégration gingivale d'une prothèse ou d'une reconstitution. Parfois, on a une carie profonde qui est recouverte par la gencive. On excise la gencive qui recouvre la carie pour pouvoir bien adapter notre obturation ou notre prothèse. Les indications, c'est quoi? Bien sûr, l'accroissement gingival suite à une gingivite induite par la plaque d'origine inflammatoire, l'accroissement gingival d'origine médicamenteuse, on a parlé de ça, hormonale ou génétique, associée à une hygiène bucco-dentaire insuffisante. Donc, quand on a un accroissement gingival, soit d'origine médicamenteuse, soit hormonale, soit génétique, ou bien associé, tout ça associé à une hygiène bucco-dentaire insuffisante, la gingivectomie et gingivoplastie sont indiquées. La fibromatose gingivale idiopathique, dite aussi héréditaire, d'accord? L'éruption passive altérée, c'est quoi l'éruption passive altérée? C'est tout simplement, après l'éruption des dents, c'est la gencive qui recouvre un peu trop les dents et la gencive ne se rétracte pas. Donc le patient il vient, c'est un patient qui est assez jeune, 20 ans, 18 ans, 22 ans par exemple. Il a des petites dents. On fait l'examen clinique et on trouve que la hauteur des dents est très très correcte, mais c'est la gencive qui recouvre un peu trop les dents, tout simplement parce que après l'éruption de la dent, la gencive ne s'est pas rétractée. D'accord? Et l'élongation coronaire préprothétique, parfois les limites de la prothèse fixe ne sont pas bien définies et suis trop en dessous gingival, on fait la gingivectomie, gingivoplastie pour mieux sculpter la gencive et redonner à la gencive sa forme physiologique, c'est-à-dire le festin gingival correct.
C'est quoi les contre-indications de la chirurgie parodontale, de la gingivectomie, la gingivoplastie? C'est les contre-indications d'abord classiques de la chirurgie parodontale. C'est quoi les contre-indications de la chirurgie parodontale? C'est les maladies d'ordre général qui ne sont pas contrôlées, d'accord? C'est la mauvaise hygiène du dentaire, c'est le patient qui n'est pas coopérant, d'accord? Et donc ça, c'est des contre-indications classiques de tous les types de la chirurgie parodontale. Si vous avez des poches infraosseuses, la gingivectomie est contre-indiquée. Si vous avez une hauteur insuffisante en gencive kératininisée, cette gingivectomie est contre-indiquée. Pourquoi? Parce que si vous faites la gingivectomie et vous n'avez pas assez de gencive kératinisée, le reste de la gencive kératinisée, vous allez l'exciser. Et là, le patient il va rester sans gencive kératinisée. Et donc, cette gencive kératinisée qui protège le parodonte profond va être absente. La nécessité d'une chirurgie osseuse contre-indique la gingivectomie, bien sûr, ou la présence d'une perte d'attache. Nous avons déjà parlé de ça, parce que si vous faites une gingivectomie dans le cas d'une perte d'attache, vous allez exposer les racines. Le patient, il vient avec une gencive qui recouvre la totalité des racines. Il a une perte d'attache. Vous faites la gingivectomie. Résultat clinique, c'est quoi? C'est des récessions gingivales généralisées. Et ça va poser vraiment un problème sur le plan esthétique. Maintenant, on va parler de la technique de la gingivectomie. Bon, ça, c'est les étapes théoriques. On va voir une vidéo sur cette technique. D'abord, il faut réaliser des mesures précises de l'éviction à réaliser avec une sonde parodontale. On fait ce qu'on appelle des points sanglants. On prend une sonde pointue, d'accord, et on fait des points. On localise là où il faut couper. Deuxièmement, reporter par des points sanglants vestibulaires la profondeur des fausses poches parodontales. C'est-à-dire là, si vous avez une fausse poche de 3 mm ou 4 mm, il faut mesurer 4 mm et mettre un point. Et là, ça va être votre guide pour réaliser l'incision. Inciser en suivant une ligne apicale et parallèle au point sanglant avec une lame angulée de 45 degrés, d'apical en coronaire. Rechercher le contact dentaire avec la lame. Réaliser une incision d'un trait continu en prenant garde de toujours se situer dans la gencive attachée. Compléter les incisions en libérant la gencive au niveau de la pâte. Ça, c'est la théorie. D'accord, c'est les étapes théoriques. Nous allons voir ça. Une schématisation. Nous allons voir une schématisation de ces étapes. Donc là, on fait le sondage. Et là, je fais le point sanglant. Et là, je sais que je dois inciser cette partie-là de la gencive. Il y a ce qu'on appelle une précelle de Crankaplan. Cet instrument va vous aider à mieux localiser la profondeur ou bien le sulcus, le fond de sulcus par rapport à la face externe de la gencive pour mieux localiser le niveau exact là où il faut faire une incision. Deuxième étape, donc, c'est une incision, ce qu'on appelle une incision à biseau externe. C'est quoi la différence entre les deux? Si vous avez là une incision, si vous faites l'incision là, c'est le conjonctif qui reste exposé. D'accord? On appelle ça biseau externe parce que le biseau gingival exposé, ça donne à l'extérieur. Mais si l'orientation de la lame est faite comme ça, d'accord? Si vous avez une orientation inverse de la lame, la partie du conjonctif qui est exposée fait face à la dent. Et on appelle ça biseau interne. Donc biseau externe, quand la partie exposée est exposée à la cavité buccale. Biseau interne, quand la partie exposée fait face à la dent. D'accord? On prend des lames spécialisées de la gencive, on appelle ça lame d'Orban. D'accord? Et on commence à détacher la gencive de la surface dentaire. D'accord? On prend des curettes et on détache la gencive. Et après, on place un pansement chirurgical, on nettoie, on vérifie bien sûr la hauteur gingivale excisée, est-ce que c'est correct ou non. Et après, on place le pansement chirurgical. On va voir la vidéo sur cette technique-là. Donc, ça, c'est d'abord la démarcation des points sanglants, le niveau de l'incision qu'il faut faire, d'accord? On fait notre sondage.
Ça, c'est un accroissement gingival d'origine inflammatoire. D'accord? Donc là, par exemple, je dois éliminer 3 mm. Je mesure 3 mm et je fais mon point sanglant. Premier point, deuxième point, et je fais la même chose pour toutes les dents. L'objectif de cette étape-là, c'est de localiser exactement le fond de sulcus par rapport à la face externe pour exposer la totalité de la surface dentaire. Ça, c'est l'instrument dit Pressel de Krankaplan. L'utilisation de cette Pressel, c'est de permettre la localisation beaucoup plus précise du fond de sulcus par rapport à la face externe. Donc là, c'est les points sanglants qui vont guider votre incision. Et donc l'incision doit suivre ces points sanglants. D'accord? Donc ça, c'est votre future incision. Ça, c'est les points sanglants, bien sûr. Et là, regardez bien l'orientation de la lame. D'apical en coronaire, biseau externe. Regardez l'orientation de la lame. Là, moi, je préfère toujours utiliser les lames 12 parce que c'est arrondi. Et donc, je peux suivre le feston gingival, d'accord? Donc, ça, c'est le biseau externe. L'orientation apicale vers coronaire, d'accord? Et je commence à faire mes incisions tout en suivant les points sanglants. Voilà. Donc, je fais la même chose pour toutes les dents et je suis bien mes points sanglants. Donc, biseau externe. Regardez l'orientation de la lame. D'accord? Lame. Coronaire apical, coronaire. Apical, coronaire. Toujours apical, coronaire. Biseau externe. D'accord? Et mes incisions doivent se rejoindre. D'accord? Là, regardez là. Mon incision se termine au niveau de du sulcus de l'autre dent. Et là, je prends une incision en contact avec la première incision et je continue à faire la même chose. Je scute la gencive. Je recrée le feston gingival. Et toujours les deux incisions qui se rejoignent. D'accord? Voilà. Et là, c'est une question de précision pour redonner une forme, une belle forme à la gencive. Et donc là, parfois on utilise deux mains parce que la gencive elle est fibrotique, c'est ferme, c'est difficile à manipuler. Donc, pour ne pas faire des bêtises, il faut bien tenir la lame entre les deux mains et bien guider la lame. D'accord? Et toujours les deux incisions qui se rejoignent. Donc, c'est soit des incisions discontinues mixtes qui se rejoignent, soit tout simplement une incision continue. D'accord? Et après, je prends une curette et je commence à détacher la gencive. D'accord? Ça, c'est l'excès de gencive. Ça, c'est l'accroissement gingival. Je prends une curette bien affûtée, bien sûr, tranchante, et je commence à détacher la gencive de la surface dentaire ou bien des structures sous-jacentes. Voilà. Ça, c'est une curette de Gracie classique qu'on utilise lors de détartrage surfaçage radiculaire. D'accord? On l'utilise aussi au cours de la chirurgie pour exciser ou détacher l'excès de gencive incisé lors de la gingivectomie. Voilà. Et là, ça se détache plus ou moins facilement. Ça reste quand même une gencive qui est fibre optique et donc il faut prendre son temps et faire des bonnes incisions. Voilà. Là aussi, il faut utiliser ce qu'on appelle le bistouri d'Orban. Le bistouri d'Orban, en forme de lance, donc là, il détache la partie interdentaire, ce qu'on appelle les papilles. D'accord? Donc, en vestibulaire, on utilise une curette de Gracie classique. En interdentaire, généralement, on utilise le lame d'Orban. Et c'est généralement très tranchant, donc il faut faire attention. Voilà. Et on détache l'excès de gencive de l'espace interdentaire. Voilà. Voilà la gencive qui est bien détachée. Je prends les ciseaux de gencive courbés et je coupe les fibres qui restent, qui maintiennent ces bouts de gencive collés sur les structures sous-jacentes. D'accord? Les ciseaux doivent être bien affûtés, tranchants, d'accord? Parce que là, c'est important pour redonner à la gencive une forme plus ou moins correcte. D'accord? Et ça, c'est la première partie de l'acte chirurgical. Ça, c'est la gingivectomie.
Par définition, ça, c'est la gingivectomie. D'accord? Gingivectomie, l'iso externe, c'est ça. C'est de couper la gencive en hauteur. D'accord? L'autre étape, on va voir ça après, on appelle ça une gingivoplastie. Je nettoie, je limite bien, je définis bien mes limites, d'accord? Ça, c'est le résultat, et c'est pas suffisant, c'est épais, d'accord? Donc, j'enlève l'excès de gencive qui reste toujours collé sur la dent, et là, j'ai diminué en hauteur de la gencive. J'ai pas touché l'épaisseur de la gencive, d'accord? Ça, gingivectomie. Ça, par contre, c'est la gingivoplastie. Je gratte la gencive et je diminue le volume gingival ou bien l'épaisseur gingivale. D'accord? Et donc là, ce qu'on appelle un Goldman-Fox, d'accord? L'histoire de Goldman-Fox, on appelle aussi Kirkland, d'accord? Kirkland pour les Européens, Goldman-Fox pour l'école américaine, d'accord? Cette lame gratte la gencive et diminue le volume ou bien l'épaisseur gingivale. Cette étape-là, c'est la gingivoplastie. En général, les deux actes, gingivectomie et gingivoplastie, ça marche ensemble. Mais ça, c'est en général. Parfois, on fait uniquement une gingivectomie. Parfois, on fait uniquement une gingivoplastie. Mais en général, c'est les deux. C'est la gingivectomie, on coupe la hauteur de la gencive. Et après, c'est la gingivoplastie, c'est la diminution de l'épaisseur et le recontour euh, de la gencive. Voilà le résultat. Gingivectomie, gingivoplastie. Et on applique bien sûr un pansement chirurgical qui va protéger la gencive au cours de la cicatrisation. Parce que là, vous avez le conjonctif qui est exposé. Et ça fait très très mal. Et donc le pansement gingival, le pansement parodontal va protéger le conjonctif exposé. L'indication principale du pansement parodontal, c'est quoi? C'est après tout acte où on a un conjonctif exposé. Ça, c'est l'indication principale du pansement parodontal.
Maintenant, la gingivectomie à vision interne. C'est lorsque l'éviction de la gencive est recherchée, cette incision permet l'élimination d'une collerette de gencive comprenant les attaches épithéliales et conjonctives. Cette technique ne laisse pas de zone cruentée, c'est-à-dire ça ne laisse pas un conjonctif exposé, d'accord? Car le biseau ainsi créé fait face à la racine dentaire, d'accord? Et donc on n'a pas de conjonctif exposé. C'est uniquement le conjonctif qui est plaqué sur la surface dentaire qui reste exposée. Les lames utilisées sont soit des lames 15C ou 11 ou 12 pour les secteurs les moins accessibles. Généralement, on utilise lame 12. Moi, en général, je préfère toujours utiliser la lame 12 parce que c'est une lame qui est courbée. C'est une lame qui va redonner le feston gingival perdu à cause de cette inflammation. Maintenant, c'est quoi les étapes? Incision de la gencive attachée avec un bistouri faisant un angle entre 10 et 45. De coronaire en apical. Biseau externe, c'est de apical coronaire. Biseau interne, c'est de coronaire apical. Rechercher le contact osseux avec le sommet de la crête osseuse. Suivre une ligne parallèle au feston gingival, bien sûr, pour redonner à la gencive son feston initial. Décoller en épaisseur totale avec un décolleur fin inséré dans l'incision à viseur externe. Exposer ainsi le rebord alvéolaire. Réaliser une incision horizontale afin de détacher le bandeau de la gencive coronaire. Maintenant, la gingivectomie biseau-interne, c'est une technique qui reste rarement utilisée. D'accord? C'est pas c'est pas une technique qui est très utilisée. La gencive la technique la plus utilisée, c'est la gingivectomie à biseau externe. Ça, c'est l'orientation de la lame. Coronaire, apical, jusqu'au contact avec l'os. D'accord? Coronaire, apical, jusqu'au contact avec l'os. J'enlève cette partie-là de la gencive, d'accord? Et cette partie-là reste exposée du conjonctif. Mais cette partie-là fait face à la dent, d'accord? Et donc, on n'a pas vraiment, on a moins de problèmes post-opératoires. Donc, éliminer à la curette le bandeau de gencive attaché, il est libéré. Assainir les dents à l'aide d'instruments ultrasoniques ou manuels. Il faut faire un bon nettoyage. Si besoin, réaliser des osteoplasties à la fraise boule diamantée. L'avantage de cette technique, si on veut faire par exemple, si on veut retoucher un petit peu l'os, on peut le faire. D'accord? Donc, gingivectomie à biseau interne, on peut retoucher un peu l'os. Repositionner le lambeau redessiné par l'incision à biseau interne, festonné. Réaliser une série de points de suture suspendus. Et ça, c'est aussi une autre différence entre les deux techniques. D'accord? Biseau externe, un pansement parodontal. Mais biseau interne, il faut faire des points. Il faut suturer. Il faut fermer à l'aide d'un fil de suture. Ça, c'est l'orientation de la lame. Coronaire, apical. Coronaire, apical. Biseau externe, apical, coronaire. Apical, coronaire. Biseau interne, coronaire, apical. On va voir aussi une petite chirurgie de la gingivectomie euh, pardon, la gingivectomie interne. Le même principe, une sonde, et là je localise les points sanglants. C'est toujours le cas dans les gingivectomies. On a besoin d'un repère, et notre repère c'est le fond de sulcus. D'accord? Donc 2 mm de sondage, je mets un point 2 mm en vestibulaire. D'accord? Je trace des lignes pour démarquer un peu la forme dentaire que je veux avoir. Toujours j'utilise la lame 12 pour les gingivectomies parce que ça vous donne une certaine liberté dans le travail et sa forme arrondie va vous permettre de bien sculpter la gencive. Orientation toujours coronaire apicale, c'est l'inverse, d'accord? Et je fais mes incisions. Toujours les incisions qui se rejoignent, d'accord? En interproximal, ou bien une incision continue. Des incisions séparées, ça vous aide à mieux contrôler l'orientation de votre lame et la forme des signes.
Là, c'est la forme de la gencive après l'incision. D'accord? Le même principe, je prends ma curette et je commence à détacher la gencive incisée, l'excès de gencive, l'accroissement gingival. D'accord? J'utilise toujours la curette parce que la forme de la curette est vraiment bien adaptée à la surface dentaire. Je commence un peu à travailler en sous-gingival au niveau du sulcus pour mieux détacher la gencive incisée. Là, par exemple, nous avons un accroissement gingival en vestibulaire et en palatin. Et je fais la même chose, biseau interne toujours, une incision festonnée qui suit le feston anatomique des dents naturelles, c'est-à-dire les colliers anatomiques des dents, coronaire, apical, biseau interne, d'accord? Une autre incision en intrasuculaire pour mieux détacher le volume gingival en excès. Ça, c'est l'incision intrasuculaire qui va détacher les masses gingivales, la gencive en excès. Et je prends ma curette et je commence à détacher la gencive. Voilà. Je peux utiliser des ciseaux de gencive pour couper l'excès de gencive. Si je vois que c'est toujours adhérent, je reprends la lame et je refais mon incision pour mieux détacher la gencive. Je prends un décolleur et je décolle juste un peu la gencive, quelques millimètres, 1 ou 2 millimètres, d'accord? Là, si j'ai besoin de faire une petite osseoplastie, je peux le faire. Si j'ai besoin de retoucher un peu l'os, je peux le faire. Mais là, c'était pas vraiment indiqué. Et là, regardez bien. Le feston gingival est présent. Donc là, j'ai recréé le feston gingival naturel. Et vu que c'est une gingivectomie biseau interne, je dois suturer. Donc, on n'a pas besoin vraiment de faire un pansement parodontal dans ce cas-là. Les points de suture, c'est suffisant. Et voilà le résultat après la chirurgie. Je referme bien la gencive en vestibulaire et en palatin. Ça, c'est le cas avant. Et ça, c'est le cas après. Donc la gencive, la forme de la gencive, le feston gingival, l'épaisseur de la gencive, on a réglé ce problème.
Maintenant, est-ce que vraiment le laser offre de meilleurs résultats cliniques? L'utilisation de bistouri électriques et de laser ne peut être envisagée que dans le but de retoucher les défauts en fin d'intervention. D'accord? Je vois qu'il y a plusieurs publications, plusieurs articles, plusieurs livres, plusieurs communications sur ça. Mais toutes les études sans exception montrent que la lame ou le laser ou autre chose, ça donne exactement le même résultat. L'inconvénient de la lame, c'est que ça brûle, du laser, c'est que ça brûle la gencive. Une incision avec une lame, c'est une incision. Mais le bistouri au laser, ça brûle la gencive, d'accord? Et donc ça retarde un petit peu la cicatrisation. Les résultats cliniques sont moins intéressants, c'est moins beau à voir, d'accord? Et donc, c'est pas vraiment, c'est pas mieux, voilà. Leur utilisation pour l'incision risque de traumatiser la dent et le parc vasculaire nerveux de la pulpe dentaire. Pourquoi? Parce que ça brûle et donc ça chauffe. Ok? En parodontologie, l'utilisation du laser au CO2 doit être limitée aux tissus mous. Les tissus durs ne doivent pas être exposés. Maintenant, si votre incision au laser touche l'os, vous risquez d'avoir des nécroses. Et donc, c'est un peu dangereux. Le laser permet de décontaminer la gencive théoriquement, mais cliniquement, on n'a pas vraiment de résultat en termes de cicatrisation, c'est-à-dire que ça ne va pas améliorer la cicatrisation. Théoriquement, au laboratoire, ça brûle les bactéries, mais cliniquement, ça ne va pas vraiment donner des meilleurs résultats cliniques. Le laser induit la synthèse et la sécrétion du collagène toujours au laboratoire, mais cliniquement, non, c'est pas vraiment le cas. Ça, c'est une théorie. La gencive néoformée sera donc riche au collagène. Mais est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce que c'est mieux pour la gencive ou c'est juste un tissu cicatriciel qui est plus dense? C'est pas vraiment le cas. Et donc, actuellement, on préfère toujours la lame classique, bistouri, d'accord? Pour retoucher un peu la gencive ou pour éviter un grand saignement post-opératoire, on peut utiliser le laser, mais sinon, le gold standard, notre standard de soins, c'est l'utilisation de la lame classique. En termes de soins post-opératoires, après la cicatrisation, le pansement parodontal est enlevé, et dans le cas d'une gingivectomie à vision interne, les points de suture sont enlevés, d'accord? La surface dentaire est bien polie, on fait un polissage, et on fait un nettoyage de la plaie, d'accord? Alors, la cicatrisation, dans les quelques jours qui suivent l'excision des tissus gingivaux enflammés, situés en position coronaire par rapport à la base des poches parodontales, les cellules commencent à migrer à la surface de la zone prudentée, c'est-à-dire pour recouvrir le conjonctif exposé. Et donc, il va y avoir une migration des cellules épithéliales pour recouvrir le conjonctif exposé. D'accord? Et généralement, ça nécessite une période de 7 à 14 jours. Au cours des semaines suivantes, bien sûr, il va y avoir le remodelage tissulaire au niveau de la gencive. Il va y avoir la formation d'une nouvelle attache épithéliale, une nouvelle attache conjonctive, d'accord? Les fibroblastes, donc, ils vont sécréter des nouvelles fibres. Et donc, on a une jonction gingivo-dentaire nouvelle, d'accord? Ça, c'est le pansement parodontal. Ça, c'est l'émail. Ça, c'est la surface dentaire. Et ça, c'est l'attache épithéliale. Une incision externe, et donc ça, c'est un conjonctif qui est exposé. Ça, c'est un pansement parodontal. C'est les cellules épithéliales qui commencent à migrer pour recouvrir ce conjonctif exposé. D'accord? Et après quelques semaines, il va y avoir la reformation d'une nouvelle gencive et une gencive qui est plus solide et plus saine. On va voir quelques cas cliniques. Par exemple, là, un accroissement gingival important, une inflammation gingivale avec un saignement au sondage, des caries dentaires, des malpositions dentaires, plein de tartres, d'accord? Première étape, c'est quoi? C'est le traitement étiologique. On a fait le traitement de la carie dentaire, on a fait le détartrage sur passage radiculaire, la motivation à l'hygiène, et déjà là, on note qu'il y a une amélioration importante de l'état de la gencive. Sauf que l'accroissement est toujours présent. L'augmentation du volume de la gencive est toujours là. Après la gingivectomie, voilà le résultat. Une très belle gencive, bien festonnée, piquetée en peau d'orange, qui est très saine
et qui est solide. D'accord? Ça, c'est le résultat clinique après la gingivectomie et le traitement initial. Donc, traitement initial, ça c'est l'état initial. On fait le traitement des caries, détartrage surface radiculaire, motivation à l'hygiène, et donc il y a une amélioration. Mais ce n'est pas suffisant. Après la réévaluation, on va voir ça. Et on juge que ça, c'est pas suffisant. Et donc, on passe à l'étape du traitement chirurgical et on fait la gingivectomie. Et ça, c'est un autre cas clinique. Un patient qui porte l'appareillage orthodontique, accroissement gingival, surtout au niveau des papilles dentaires. On enlève le fil parce qu'il empêche le patient de bien nettoyer les dents. Bien sûr, c'est systématique pour mieux nettoyer et faire un bon traitement parodontal. Après le détartrage et la motivation à l'hygiène, il y a déjà une amélioration. Et ça, c'est après la gingivectomie. La gencive qui est très ferme, qui est bien piquetée, rose, pâle, bien appliquée sur les surfaces sous-jacentes. D'accord? Ça, c'est une réussite. Ça, c'est avant, après le traitement initial et après le traitement chirurgical. Et là, je voulais finir par ce cas-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est un accroissement gingival d'origine médicamenteuse. La patiente, elle prend des bloqueurs de la chaîne calcique. C'est une patiente hypertendue. On a fait notre motivation à l'hygiène, on a fait notre détartrage et on a demandé au médecin traitant de modifier le principe actif. Quelques mois après, regardez le résultat. Ni gingivectomie, ni chirurgie, ni rien. D'accord? Certes, ça va nécessiter une petite gingivoplastie ici, par exemple, une petite gingivoplastie ici, d'accord? Une petite gingivoplastie ici, mais ça reste quand même un résultat très intéressant pour la phase non chirurgicale du traitement parodontal. Pour conclure, le principal facteur de succès de toute intervention sur les tissus parodontaux, c'est le contrôle des facteurs étiologiques. Le traitement étiologique, c'est la phase la plus importante. Si vous voulez réussir votre traitement, il faut réussir la phase étiologique. La chirurgie ne doit être pratiquée que chez celui qui la mérite. Généralement, on entend toujours nos professeurs dire ça. On ne fait la chirurgie que pour celui qui la mérite. Les nouvelles techniques, souvent controversées, n'ont pas pu remplacer l'actovisuo, mais elles peuvent être utiles dans la gingivoplastie et donc le premier choix et le standard de soins, c'est la lame au visuel. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse ma boîte email pour des questions. Vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez m'envoyer les questions par email. D'accord? Je vais vous répondre, Inch'Allah. Et je vous remercie.